Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à vous qui nous rejoignez pour les débats et nous allons commenter l'actualité avec Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, éditorialiste politique sur Sud Radio le jeudi matin. Bonjour Alexis. Et Poulain sans réserve, c'est tous les vendredis à midi. Jacques Bello, bonjour, vous êtes communicant, fondateur du cabinet Parlez-moi d'Impact. Bonjour à vous. Valérie. Christine Bouillot est avec nous. Bonjour Christine, journaliste à Sud Radio et correspondante à Toulouse. Et Florian Gérard Mercier, vous êtes directeur des études du millénaire. Qu'est-ce que c'est que le millénaire ? C'est un think tank gaulliste animé par la grandeur de la France et la souveraineté de notre pays. Très bien, on en a besoin. On va évidemment revenir sur cette atrocité qui s'est produite hier, enfin dont on a appris l'existence hier, cette petite fille de 12 ans violée parce que juive, viol antisémite à Courbevoie, fait divers et fait politique évidemment. Ça nous permet de parler de la violence des mineurs, on parle des législatives, une campagne très active sur les réseaux sociaux et puis les candidats face aux patrons en ce moment même. On va revenir sur toute cette campagne. On va commencer. Commençons avec vous, Christine Bouillot. Vous faites des pas de côté parfois pendant justement ce tour de table. Oui, parce que la France continue d'avancer et de bien fonctionner aussi, contrairement aux idées reçues. Non, je voulais vous faire un petit focus sur une actu qui va passer, mais pas chez nous, totalement inaperçue. Mais c'est un énorme cocorico. Ce soir, figurez-vous, que le CNES va mettre en orbite avec une société toulousaine et française qui s'appelle Kinéis, les 5 premiers nanosatellites d'une future constellation qui va s'appeler Kinéis. Alors je rappelle que les seules constellations qui tournent autour de la Terre aujourd'hui, elles sont essentiellement américaines, avec Starlink, c'est-à-dire Elon Musk, ou encore celles qui appartiennent à la Chine. Donc là, ça sera véritablement un outil pour l'Internet des objets qui sera à disposition et qui est 100% français, 100% européen. Alors pourquoi c'est une performance ? Déjà, c'est tout simplement une prouesse technologique de fabriquer des tout petits satellites, mais vraiment minuscules, de les envoyer 5 par 5 en même temps et de les mettre sur orbite. Tout ça dans un délai de 8 mois. Et puis surtout, ça va permettre de détecter sur l'ensemble du globe et d'aider les humains à gérer les incendies de forêt, la ressource des poissons, la ressource en eau, bref, que très utile, et c'est aussi une prouesse technologique, et tout ça est financé 100% en français et européen, et donc ça décolle ce soir. Le lanceur s'appelle Rocket Lab et il est situé sur la côte nord de la Nouvelle-Zélande. Voilà. Génial. Retenez ce nom, Kinéis, cette constellation qui se met en orbite. Alors ça passe vraiment beaucoup sous silence, bien sûr. Mais je peux vous dire que c'est 100 millions investis par cette société d'ingénierie qui travaille avec le CNES, qui travaille avec Thales, avec tous les grands opérateurs que sont ces sociétés dans le domaine du spatial, parce que la course dans le spatial, elle est vraiment primordiale, à la fois pour l'Internet des objets, pour la surveillance du globe, mais aussi sur le domaine militaire, civil et militaire. Donc c'est véritablement un enjeu d'indépendance que d'avoir à disposition quelque chose qui est contrôlé 100% français et européen. Voilà. C'est très intéressant. Effectivement, vu l'actualité, il y a beaucoup d'informations dont on n'entend pas parler. Jacques Bello, moi j'ai été interpellée par ce dont vous allez nous parler. Moi, je veux dire à Christine quand même que Rocket Lab, ça peut se traduire en français. Faut leur dire, Christine, parce que j'ai l'impression que vous Lab. Non, mais c'est une société. Pardonnez-moi, je fais juste une précision pour Rocket Lab. C'est une société néo-zélandaise qui va, enfin, en tous les cas, c'est un lanceur néo-zélandais, puisque Ariane 6 devrait décoller au mois de juillet. Elle n'est pas tout à fait prête, donc il fallait passer par un opérateur étranger. Voilà. Bon, ça va. On les aime bien, les néo-Z. Absolument. Alors, Jackie, vous avez lu comme moi ce matin Le Parisien ou Le Figaro sur. Alors, sur mon info, oui. Alors, peu importe le journal, mais effectivement, l'information était très, très interpellante, puisqu'on parle beaucoup de la souveraineté des médicaments. Ça a fait l'objet de nombreuses prises de position pendant le Covid, et la Commission européenne a annoncé qu'elle allait suspendre la mise sur le marché de 400 médicaments génériques. Parce que les médicaments génériques, à la différence des médicaments normaux, je vais essayer de pas être trop compliqué, qui copient donc une molécule qui s'appelle Princep et qui n'est plus sur le marché. Eh bien, pour être proposée aux gens, il faut qu'elle soit certifiée par un rapport qui établit la conformité des principes. Et on a découvert que les sociétés indiennes principalement qui font ces rapports,
ont émis des rapports qui sont, en tout cas, pas conformes, voire pipés. Donc, on court le risque, alors que tous ces médicaments sont en grande partie produits en Europe et en France. On court le risque de voir disparaître des médicaments très importants pour les Français, parce que, une fois encore, on découvre dans cette mondialisation, que moi je ne conteste pas du tout, justement, je pense qu'il faut l'expliquer aux Français plutôt que toujours de dire on va tout faire chez nous, etc., etc. Le commerce est plus compliqué. Et bien là, on a découvert une faiblesse, et une faiblesse qui n'est pas des moindres, parce que dire aux gens nous avons évalué que ce que vous consommez est conforme, ça me paraît être la moindre des choses. En tout cas, c'est quelque chose d'essentiel dans notre modèle social de santé en France. Mais c'est terrifiant. C'est tout à fait. Mais c'est pour ça qu'il faut expliquer aux gens. C'est bien de dire demain on va faire comme ci, demain on va faire comme ça. Le commerce est compliqué. Il a mis du temps à établir des chaînes. Il répond à des problématiques de prix. Vous savez qu'en France, on a quand même des grosses problématiques de prix parce que on bloque, ou en tout cas on encadre le prix des médicaments, et il faut aller chercher des marges de manœuvre. Vous avez vu que demain on pourra peut-être soigner par thérapie génique la drépanocytose. Aux États-Unis, pour une personne, c'est 2 millions de dollars. Nous, on payera jamais ça. Donc il faut essayer de produire quelque chose à 10 fois moins, sauf que ça répond à des règles économiques et scientifiques qui sont un peu plus complexes que de simples annonces. On va faire comme ci et comme ça demain en France ou en Europe. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. À tout de suite. Mettons-nous d'accord aujourd'hui pour commenter l'actualité autour d'Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, éditorialiste, pas encore économiste, éditorialiste politique à Sud Radio le jeudi matin, et également Poulain sans réserve tous les vendredis entre 12h et 13h. Jackie Isabello, communicant, fondateur du cabinet Parlez-moi d'Impact. Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse. Florian Gérard Mercier, directeur des études du Millénaire. C'est un think tank gaulliste. C'est ce que vous nous avez précisé tout à l'heure. On va revenir évidemment sur cette abomination hier, cette jeune enfant, 12 ans, violée par d'autres ados, violée parce que juive, viol antisémite à Courbevoie, fait divers et fait politique. On va parler de cette violence des mineurs, des législatives, bref, tous ces sujets avec vous. On a parlé donc de ces génériques qui vont être retirés du marché parce que produits en Chine et parce que beaucoup moins efficaces. Je trouve que c'est quand même une information... Ils sont pas tous produits en Chine, il y en a beaucoup qui sont produits en Europe. C'est ça le truc, justement. C'est ça la vraie info. C'est que malgré qu'on essaye de les produire en France et en Europe, il y a encore des trous dans la raquette, puisque les études sont... Donc est-ce qu'on peut exiger de son pharmacien ou de son généraliste de ne pas avoir de générique ? Personnellement, je pense qu'il le faut, parce qu'il y a... Florian Gérard Mercier, Il y a en fait, le sujet aujourd'hui, c'est que beaucoup de ce qu'on appelle les ingrédients pharmaceutiques actifs, c'est-à-dire la molécule active, sont produits en Chine et en Inde. C'est des chiffres énormes, et notamment, c'est-à-dire l'écrasante majorité, et notamment pour ce qui est des génériques. Et ensuite, ça peut arriver en France pour être formulé avec des exceptions, etc., et mis en gélule, mais l'ingrédient pharmaceutique actif, c'est-à-dire, mettons, dans Doliprane, c'est la molécule de paracétamol, voilà. Ça, c'est produit là-bas. Et le problème, c'est que les usines de production là-bas ne sont pas à nos normes, et il y a très régulièrement des scandales là-dessus, et c'est d'ailleurs très problématique, puisque les agences réglementaires pharmaceutiques préviennent les usines quand elles vont faire les inspections pour vérifier si tout est aux normes, que les procédés chimiques sont respectés et que l'ingrédient pharmaceutique actif est tel qu'il doit être. Donc, on a des produits qui ont des impuretés, potentiellement moins efficaces, potentiellement avec des toxines dedans. C'est un vrai souci. Donc c'est pas pour faire peur, mais il y a vraiment un sujet là qu'il faut prendre à bras le corps, et qui est en lien aussi avec la souveraineté. C'est dramatique, parce que les génériques c'était plutôt une bonne. Mais souvent ils sont achetés sur étagère même. C'est-à-dire que le génériqueur, celui qui porte cette fameuse marque, au-delà de la marque créatrice du premier principe, elle achète à quelqu'un, et puis elle reconditionne en Europe, et on a l'impression. Mais est-ce qu'on est plus garanti avec les non génériques?
C'est-à-dire avec les... Force est de constater qu'on a trouvé un trou dans la raquette. Ouais. Les gens n'étaient pas... Et donc, il y a deux façons de prendre les choses. C'est de dire, effectivement, c'est problématique pour des raisons de santé publique, mais c'est aussi un devoir d'informer les gens que la mondialisation du médicament, eh bien, on réintègre pas tout chez nous de manière aussi instantanée qu'on essaye de nous le dire dans déclaration de principe. L'économie, c'est le temps long, c'est compliqué, c'est des chaînes de valeur qui ont été mesurées au millimètre pour pouvoir apporter les choses au moindre coût, parce que les gens cherchent le moindre coût, c'est normal, on connaît les problématiques de pouvoir d'achat. Eh bien, en ce qui concerne la santé publique, c'est compliqué, il faut expliquer aux gens qu'il reste encore des choses à améliorer. Oui, Christine ? Les génériques, c'est quand même l'assurance maladie qui a poussé justement parce que ça coûtait moins cher. Donc, il y a aussi une volonté d'économie qui part du haut. Alexis, c'est un coup de gueule. Oui, enfin c'est une constatation. Un étonnement. C'est incroyable. C'est dans le challenge aujourd'hui. On apprend que le Rassemblement national va diffuser à ses candidats aux législatives un livret qui a été conçu par l'eurodéputé Philippe Ollivier qui recommande l'usage de ChatGPT, donc l'intelligence artificielle, pour rédiger les argumentaires et les slogans. Donc voilà, on est rentré dans l'ère de la politique ChatGPT. Alors c'est pas nouveau, sauf que là c'est affirmé. Hein, c'est un livret qui recommande l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faire de la politique. C'est quand même un tournant majeur de se dire que même ce secteur-là va aussi être touché, puisqu'on parle bien sûr du remplacement d'un certain nombre de métiers par l'intelligence artificielle. Alors à quand un élu issu du monde numérique et de l'intelligence artificielle? Est-ce que ça va être ça l'avenir? Est-ce que on a déjà Parcoursup et les algorithmes qui font beaucoup? On a la censure algorithmique aussi poussée du côté européen. On voit que je pense que on se rend pas compte de la révolution qui est en cours numérique et particulièrement via l'intelligence artificielle, parce que alors elle est à toutes les sauces, mais qu'elle soit à ce point-là dans toutes les strates de la société et utilisée de manière aussi décomplexée, on va dire, puisque maintenant c'est un outil comme un autre. La question, c'est jusqu'à quand ça va être un outil? Ouais. Voilà. Vous avez en Angleterre, il y a des élections le 4 juillet prochain, un candidat qui présente une intelligence artificielle qu'il a créée, qui est son avatar, et auquel vous pouvez poser des questions. Voilà. Il vous répond et il vous demande ce que vous en pensez. J'ai testé, ça s'appelle Steve AI, et lui dit c'est le meilleur moyen de reconnecter les Français, enfin les Anglais, les citoyens à la démocratie. C'est-à-dire que je leur demande ce qu'ils en pensent. Et je voterai au Parlement britannique en fonction des réponses que j'aurais eues. Ça va au-delà, parce que vous avez l'Ukraine qui a utilisé aussi un avatar numérique pour être porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Donc, mais le vainqueur des élections au Pakistan a fait campagne depuis sa prison par l'intermédiaire de l'intelligence artificielle. Aux États-Unis, il y a une chaîne qui présente toute la journée de l'info, et la présentatrice est une intelligence artificielle. Au Japon, aussi, en Corée, les intelligences artificielles font des concerts, et des centaines de milliers de jeunes vont voir des concerts de stars qui n'existent pas en chair et en os. Alors juste un point, Alexis, c'est que il va falloir, pour utiliser ChatGPT dans le cadre d'une campagne politique, expliquer que c'est un scénario à la machine, parce que si jamais les candidats expliquent qu'ils veulent faire de la politique, ChatGPT va se brider. Parce qu'il est bridé pour ne pas justement détourner. Quand on demande à la machine de faire quelque chose, il faut contourner. Si on lui dit je fais campagne contre Alexis Poulain dans la 12e des Hauts-de-Seine et trouve-moi un argumentaire pour dire qu'il a la barbe blanche et que c'est pas bien, le robot va se bloquer. Il va falloir en Angleterre, c'est son avatar avec son programme, puisque l'industriel, c'est un industriel qui fait ça et qui a sa propre méthode. Mais aux États-Unis, il y a un candidat dans une mairie, qui a utilisé ChatGPT. Et ChatGPT dit on va pas laisser faire. Mais c'est vrai que ça va poser un certain nombre de questions. Parce que ça date en fait d'il y a un petit moment. Je tombe sur un article de BFM TV qui explique que le livret, ils ont pu consulter le livret qui présente plusieurs cas de figure de l'utilisation de ChatGPT qui peut aider un candidat à organiser une stratégie de communication, à rédiger des fiches techniques, à préparer un cours pour des militants, mais aussi créer un slogan et une affiche de campagne, trouver des arguments pour un débat, et ils ont des cours pour apprendre à contextualiser leurs demandes, à orienter le ton et à s'adapter. Ça, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Ça vous évoque quoi, Florian? Ce qui est
Le problème, c'est que c'est difficile de s'en passer. Et aujourd'hui, entre quelqu'un qui utilise ces outils pour justement générer du texte, générer des idées, et derrière, la décision reste humaine. C'est quand même le candidat qui va faire le tri, qui va dire ok, ça non, j'en veux pas, ça il faut retravailler l'argumentaire, et même demander à ChatGPT de retravailler cet argumentaire selon certains angles. En fait, ce candidat-là va avoir plus de production, plus de matériel pour communiquer, et donc in fine un avantage. Donc dire c'est pas bien, en fait, je pense qu'il faut s'attacher sur quelques points très cruciaux qui sont la décision humaine. C'est-à-dire que ChatGPT et ce type d'outil ne doit jamais finalement remplacer la décision humaine. Si on fait une digression, mais qui est un peu semblable, c'est la question des drones tueurs. Il y a la question de savoir est-ce que c'est le pilote qui doit vraiment toujours prendre la décision de tirer, ou est-ce que ça peut être complètement délégué à une IA. On est vraiment sur ce cœur du sujet de l'utilisation de l'IA. Et encore une fois, malheureusement, un candidat, il va avoir plus de documents. C'est normal que le RN veuille faire ça. Moi, ça ne me choque absolument pas, mais que la décision reste humaine. Oui, Christine Bouillot. Oui, alors après l'utilisation de l'intelligence artificielle comme elle existe déjà et qu'il faut déjà enfin, je veux dire, il y a rien de nouveau, et qu'un parti essaye de donner des outils assez efficaces aux candidats. Alors il y a des chevronnés, puis il y en a qui le sont forcément un petit peu moins. Ça, moi, ça me surprend pas. C'est toute la question qu'on vient d'évoquer, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois que l'intelligence artificielle a généré du texte, du commentaire, des idées, des affiches. Est-ce que l'humain a le dernier mot à la fin, et à quel moment aussi on dit la vérité, c'est-à-dire à quel moment on dit à celui qui nous écoute, qui nous regarde, tout ça a été généré par de l'intelligence artificielle, et donc c'est pas tout à fait, la nuance est assez importante, je pense, pour que en termes de véracité des propos, en tous les cas, en termes de ce que on souhaite transmettre, celui qui reçoit l'information, là je m'échappe même de la politique, sache qui parle et comment ça a été fabriqué. Voilà. Je pense que c'est ça aussi le souci majeur. C'est en tout cas une donnée qui va changer considérablement. Et on voit les réseaux sociaux, on en a parlé déjà un petit peu dans l'émission Média, c'est-à-dire on a un candidat que vous allez recevoir demain, Sébastien Delogu, qui a demandé à une Instagrammeuse, une influenceuse, de venir faire campagne avec lui. Je sais pas si je vais prendre de court un peu le réalisateur. On va l'écouter au retour pub. À tout de suite. Mais c'est vrai que les influenceurs, Internet a un rôle extrêmement important. On a vu apparaître les édits aussi, ce qu'on appelle les édits, c'est-à-dire ces petites vidéos qui rendent sympathique la pire des crapules. On va en reparler dans un instant. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Le 10h midi, on parlait de ces candidats, on parlait de l'intelligence artificielle, c'était intéressant, et puis aussi des réseaux sociaux et de l'influence aujourd'hui des réseaux sociaux sur l'influence sur le vote. Et donc ce candidat qui est à Marseille, Sébastien Delogu, que vous recevez demain, Alexis Poulain, qui a brandi le drapeau palestinien à l'Assemblée nationale, était à solliciter une influenceuse, Maëva Guénam. Écoutez. Je n'ai jamais été payée pour soutenir un parti. Moi, je soutiens Delogu parce que je soutiens ce qu'il fait. Je soutiens ce qu'il fait, et là il est en train de nous expliquer à Nexalia, et on le soutient, et en plus il vient des quartiers nord comme moi. Ce qu'il a fait, c'est incroyable. Alors déjà que je l'aimais beaucoup, mais depuis ce qu'il a fait à l'Assemblée nationale, je l'ai encore plus aimé. Elle a 3 200 000 followers, cette jeune femme. 3 200 000 followers. Donc, c'est pas anodin. Et ça nous permet de parler également de ces candidats, et de celui-ci en particulier, Sébastien Delogu, qui parlait ce matin aux Marseillais de la loi de 1901 de séparation de l'Église et de l'État. Et bien sûr, il confond la loi de 1905 avec la loi du 1er juillet 1901 sur les associations. Donc voilà, on a beaucoup d'interrogations sur un certain nombre de candidats. Je ne sais pas ce que ce que ça vous évoque. Il faut quand même voir les candidats qu'LFI a investis. Entre les fichiers S, les anciens dealers, les antisémites, et là on est quand même dans une catégorie hors classe, ils se sont surpassés. Ils se sont vraiment surpassés.
Oui, enfin, RN aussi. Enfin, il y a des candidats un peu partout, un peu Zambi. Oui, hein. Mais il faut voir que c'est pas un phénomène nouveau. Il faut prévenir les gens. Mais pardonnez-moi, moi j'étais plus interpellé et effrayé quand je voyais dans les années 80 Ardisson invité sur son plateau Renaud Camus, l'inventeur de la théorie du grand remplacement, pour lui laisser la parole devant des millions de personnes. Quand Christophe de Chavannes, parce que embarqué dans cette mondialisation de l'information, il fallait faire de l'antenne et de l'audience absolument pour pouvoir engranger des bénéfices publicitaires gigantesques. On a donné la parole à des gens qui faisaient de la désinformation, qui ont inventé, bien avant que le terme existe, les fake news, et sans véritablement qu'ils soient importunés ni par l'Arcom qui ne s'appelait pas comme ça. En 2024, vous parlez des années 90. Non, mais oui, aujourd'hui, parce que ces gens-là ont blanchi des théories qui ensuite ont été valorisées. Camus est devenu une star internationale en Syrie, en Iran, en Arabie Saoudite, et cette personne-là s'est mise à vivre des subsides parce que passé à la télévision française. Ouais. Donc ces phénomènes-là, ils sont extrêmement anciens. Il y a des sociologues des médias qui ont expliqué que les théories les plus complotistes ont été blanchies en 2016 au moment du scandale Cambridge Analytica, qui ont contribué notamment à l'élection de Donald Trump. Ces phénomènes-là, ils sont très anciens, ils sont très puissants, et quand des gens comme David Colomb, qui a écrit un excellent bouquin sur la guerre de l'information, prévient en disant attention, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, vous êtes constamment pollués par des sujets poussés par les Chinois ou poussés par les Russes, eh bien c'est une amplification encore de ce phénomène. Mais là, on est quand même en train de parler de gens qui doivent être élus pour nous représenter à l'Assemblée nationale. Merci, vous avez raison de remettre les choses un peu à leur place. C'est des gens qui ont vocation à représenter les électeurs de leur circonscription. Donc, on est face à des gens qui n'ont pas leur place à l'Assemblée nationale. Et moi, ce qui me choque, c'est qu'effectivement, des partis comme LFI aient pu investir des gens comme ça, qui n'ont définitivement pas leur place à l'Assemblée nationale, et que derrière, des anciens présidents comme François Hollande, Jean-Marc Ayrault qui disent tout va bien avec le nouveau Front populaire puisque l'extrême droite est aux portes du pouvoir, de justifier ce type de compromission avec des candidats qui représentent le pire, qui sont en fait en inadéquation totale avec la France et les Français, avec nos valeurs, avec les valeurs de la République, c'est quand même gros, c'est quand même fort de café. Christine ? Alors, je vais vous raconter, moi j'ai été sur les marchés hier, voir un peu comment ça se passe. Et ce discours-là, le problème, c'est que ça ne prend pas tant que ça. Alors après, c'est un sondage à la hauteur d'un village d'une commune de 12 000 habitants. Il vaut ce qu'il vaut, mais je pense qu'il faut faire très attention aux commentaires que nous on fait. Par rapport à quoi ? Par rapport à ce qu'on oppose, la respectabilité, par exemple, d'un camp par rapport à un autre, et un ensemble qui a été constitué par rapport à une situation donnée. Déjà, il faut bien se rendre compte que les électeurs sont rincés de tout ce qui se passe, de la teneur des débats qui sont offerts à la télévision, à la radio depuis à peu près le 9 juin au soir, cette hystérisation, les gens, ils sont à regarder leur propre précaré. Et ils ont aussi leurs propres convictions. Donc je ne suis pas sûre que, en plus, que ce soit d'un côté ou de l'autre, taper sur l'autre en disant lui il est méchant et moi je suis gentil. Je pense que les gens sont capables de regarder autrement. En plus de ça, non, mais ce que je veux dire, c'est que ils regardent autrement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui ont voté RN, moi de ce que j'ai ressenti, ils ne changeront pas d'un iota leur vote. C'est ce que disait Frédéric Dabi lundi. Frédéric Dabi disait que l'élan envers le RN semblait se confirmer aussi aux législatives. En revanche, pour les électeurs je suis allée dans la circonscription, on se présente Philippe Poutou. Voilà, pour tout vous dire. Les électeurs qui sont, on va dire, étiquetés à gauche, qui sont au départ dans le mouvement du nouveau Front populaire, ils sont tiraillés. Donc que feront-ils exactement le 30 juin et le 7 juillet ? Personne n'en sait rien. Que feront-ils lors du 7 juillet s'il y a un face-à-face ? Je pense que c'est très complexe aujourd'hui d'avoir un avis. Mais eux, ce qu'ils regardent,
je parle de ce côté-là, de l'échiquier politique, ce qu'il regarde, c'est au-delà des personnalités et de ce qui peut être dit, c'est les conséquences de ce qui va arriver au lendemain du 7 juillet. C'est ce que dit Christine est très intéressant, parce que je vais vous donner un exemple, puisque le meilleur sondage que vous ayez fait, Christine, c'est d'aller sur les marchés. C'est la meilleure des choses à faire. Oui, c'est extrêmement non, mais c'est très représentatif quand même. C'est très représentatif. Ouais, en tout cas, ça fait partie des très 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 bons outils. Quand le nouveau Front populaire veut montrer son alliance en allant jusqu'à Philippe Poutou, bien vis-à-vis des jeunes, moi je vais vous donner clairement 2 exemples, dont un qui est ma fille, qui aurait voté pour ce nouveau Front, qui m'a dit je vais voter Macron parce que Poutou c'est absolument pas possible. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait un peu ce qu'a fait Anne Hidalgo lorsqu'elle s'est présentée et qu'elle a dit demain quand je serai élu je vais doubler le salaire des profs. À un moment les gens, nous en communication on parle de la fenêtre d'Overton qui a été un peu plus découvert avec une série incroyable qui s'appelle La Fièvre, mais qu'on utilisait depuis très longtemps. Faut dire, si vous sortez de la fenêtre d'acceptation de certaines idées, les gens déconnectent. Eh bien, avec l'association de Philippe Poutou à cette alliance, il y a tout un tas de gens qui se sont dit non, c'est pas possible. Il y a une manipulation derrière qui dépasse ce que moi j'aurais pu admettre. En même temps, il y a des gens qui vous disent, pardonnez-moi, il y a des gens de gauche qui disent enfin une union. Voilà ce qu'on entend. Bien sûr. Oui, donc je pense que c'est très délicat et qu'il y aura un verdict à l'issue. J'en ai pas entendu beaucoup. Moi, des gens de gauche étaient très embêtés, pour pas dire emmerdés. Et j'ai assisté hier à des débats où il y avait des gens qui votent à gauche et qui n'étaient pas d'accord sur le fait certains disaient oui, mais on peut, un peu comme Anne Sinclair, on peut voter socialiste pour un candidat socialiste. Et d'autres disaient on ne peut pas faire ça parce que vous donnez un crédit à la France Insoumise, vous pouvez avoir des ministres France Insoumise c'est pas aussi. Ça. Moi, je pense qu'il y a quand même quelqu'un qui a gardé une boussole, qui a pris la parole, c'était Dominique de Villepin, et c'est étonnant, qui dit qu'il est prêt à voter pour ce Front populaire parce que l'urgence à ses yeux, bien sûr, l'urgence à ses yeux, c'est d'empêcher l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Et le Rassemblement national n'en déplaise à beaucoup. C'est eux qui ont des candidats antisémites, qui ont d'ailleurs vu leur candidature retirée. C'est eux qui ont été accusés. Prenons Éric Zemmour pour des propos racistes. Éric Zemmour n'est pas au Rassemblement national. Je parle de l'extrême droite. Stop, ça suffit, ce procès. Alors, est-ce que je peux dérouler parce que j'en ai ras-le-bol du procès en antisémitisme de la gauche. Parce que soi-disant, LFI serait antisémite. C'est faux. Non, LFI n'est pas antisémite, et c'est un parti anti-raciste et qui est contre l'antisémitisme. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à dire que le Hamas est un mouvement terroriste. Mais ça n'a rien à voir. Ils ont dit que le Hamas avait commis des crimes de guerre. Moi, je dis sans problème que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est dégueulasse et c'était du terrorisme. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est aussi des crimes de guerre. Et bien sûr que c'est un mouvement terroriste, évidemment. Il est reconnu comme tel. Mais eux ne le disent pas. Mais pas tous. Et peu importe. 80% des gens de LFI. Pourquoi le Front populaire intègre Poutou ? Pourquoi la CGT sort de son devoir de réserve et finalement dit votez pour le Front populaire ? Parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie question de son devoir de réserve, Alexis, depuis toujours. Enfin, c'est même plus un devoir de réserve les concernant. Certains disent on n'a jamais essayé. Si on a essayé, on sait ce que ça fait. C'est une faillite morale, c'est une faillite politique, c'est une faillite totale. Et c'est pour ça que le Front populaire arrive et que c'était pas dans les plans d'Emmanuel Macron dans cette dissolution. Il pensait que la gauche justement tiendrait sur cette base de dire il y a les intouchables, les Poutou, les LFistes, les insoumis, etc. Et puis la gauche de gouvernement. Eh ben, on peut dire bravo aux socialistes qui ont cette habitude. 81, Mitterrand, c'est la même chose. Des ministres communistes. Oh là là, les chars russes sur les Champs-Élysées. On a vu ce que ça a ruiné la France. On n'a pas 2 ans et puis pour se coucher devant les marchés et admettre que le monde fonctionne. Parce que qu'est-ce qui va se passer, Alexis, demain ? Qu'est-ce qui va se passer demain si le nouveau Front populaire arrive ? La veuve japonaise qui met son argent sur les marchés et qui achète de la dette française et qui pour l'instant prend pas la parole parce que ce qu'elle veut, c'est que son petit pécule il augmente. Le jour où vous allez toucher à la richesse de sa retraite, elle va faire comme elle a fait au moment où Liz Truss lui expliquait quelle était sa vision de l'économie. En 2 semaines, elle l'a déconnecté. Et en 2 semaines, lisez dans le point, le monde financier va déconnecter le gouvernement français si jamais c'est ce qui... Pas tous en même temps. Voilà. Moi, juste un petit mot pour faire de la pub aux confrères. Lisez dans le point aujourd'hui l'analyse économique du programme du RN par Jean Tirole. Exactement, et Olivier Blanchard. On va parler de la raison aussi de la dissolution avec vous dans un instant, Florian Gérard. Merci, à tout de suite.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Le débat était animé, vous vouliez répondre. François, juste signaler, effectivement, on parlait du programme du Front de gauche. Je vous signale qu'ils veulent instaurer nouveau Front populaire, un numerus clausus dans les prisons. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir plus de tant de prisonniers et que si un juge décide de mettre en prison des gens, il faudra qu'il en libère d'autres. Avec Monsieur Mercier, on disait qu'il faudrait la parité, il faudrait qu'il y ait 50% de femmes. Ouais. Alors, apparemment, il n'y en a pas assez de femmes. Florent Gérard Mercier, je ne vous ai pas oublié, vous aviez un coup de gueule qui va nous permettre de continuer de débattre sur cette dissolution. Oui, alors moi mon coup de gueule c'est contre la stratégie de Macron qu'on pourrait appeler en fait la stratégie Palpatine. Alors je m'explique. Oh là, c'est grand mot. C'est la stratégie en fait de fomenter le chaos pour rester au pouvoir et potentiellement, en tout cas, en prendre encore davantage. Pour rappel, donc. Au début de la saga Star Wars, il y a une République galactique dont Palpatine est un sénateur qui fomente des troubles dans la galaxie pour devenir chancelier suprême et enfin se déclarer empereur galactique et on connaît la suite. Et honnêtement, quand on voit Emmanuel Macron, la suite de crises qu'il y a eu depuis 7 ans, quand même, on a eu Benalla, on a eu la première réforme des retraites, on a eu les gilets jaunes, bien évidemment, on a eu les questions sur le pass sanitaire, ensuite les réformes des retraites numéro 2, les émeutes de banlieue l'année dernière, la Nouvelle-Calédonie, et j'en passe. Ouais. Donc, à chaque fois qu'Emmanuel Macron a été mis en difficulté, et d'ailleurs c'est aussi comme ça qu'il a été réélu, c'est toujours par finalement le chaos, en attendant qu'il y ait de la violence, j'ai oublié Sainte-Soline par exemple aussi, pour profiter de cette question partie de l'ordre, et donc de retrouver un souffle. Là, on voit un peu la même chose qui se passe aussi avec les manifestations anti-RN. Je pense que ça arrange bien le pouvoir que ça se passe comme ça. Et donc, hier, la polémique sur l'article 16, malheureusement, il peut y avoir du vrai là-dedans. Ouais. Si jamais c'est complètement un blocage monstrueux, qu'il y a des manifestations comme on n'en a jamais vu, que ce soit parce que le RN a une majorité absolue, ou que ce soit d'ailleurs parce que le Front populaire a une majorité absolue. C'est-à-dire qu'on est ou alors qu'il n'y a pas de majorité et qu'on est dans une espèce de chienlit absolu. Qu'est-ce qui va empêcher le président de dire écoutez, j'invoque l'article 16, au moins juste pour les JO, comme ça, on gère ça, j'ai mis le pouvoir exceptionnel. De toute façon, il n'y a plus de gouvernement, donc comment est-ce qu'on va faire ? C'est un vrai sujet. Donc cette stratégie du chaos, moi je pense qu'il y en a marre et qu'il faut le dire. Et peut-être un point que le président de la République a sous-estimé, c'est que les Français ne sont plus dupes. Oui. Les Français ne sont plus dupes, et aujourd'hui, quand on voit l'état dans lequel est Renaissance, il n'y a pas... Ils ont des réserves de voix, c'est certain. Mais ça ne se traduit pas encore en un espèce de sursaut, bien que pour le coup, on puisse dire que Emmanuel Macron est enfin dans sa situation idéale, c'est-à-dire il n'y a plus rien entre lui et les extrêmes. Est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'est l'article 16 pour les auditeurs? Oui, on avait évoqué au moment des Gilets jaunes. On en a parlé hier assez longtemps, mais ça a été démenti par l'Élysée. Mais la rumeur avait peut-être été alimentée aussi par l'Élysée pour faire peur, en disant effectivement, à part s'il y a le chaos, c'est moi le sauveur. Mais néanmoins, ce qui était intéressant aussi, ce que vous me disiez avant l'émission, c'est la raison aussi, une des raisons pour lesquelles le président a décidé cette dissolution, c'est l'impossibilité de faire voter la loi de finances. C'est ça, parce qu'il y a un débat budgétaire qui va arriver à l'automne, et ces lois de finances aujourd'hui, les Républicains avaient très clairement indiqué que vu la situation des finances publiques et vu la gestion catastrophique faite par le gouvernement Attal et par Emmanuel Macron de nos finances publiques, ils allaient aller à la motion de censure. C'est-à-dire qu'il y aurait une motion de censure à l'automne menée par les Républicains, et donc qui, très probablement, allait passer, puisque tout le monde allait voter ces motions de censure. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de majorité pour voter un budget, et c'est en cela que Emmanuel Macron a finalement devancé cette échéance, en se disant je vais prendre tout le monde de court, et je mets tout le monde devant ses responsabilités. Et ce qui me choque, c'est dans vraiment la campagne aujourd'hui, si on peut appeler ça une campagne, parce que franchement, il n'y a pas vraiment de discussion de fond. Il y a un absent quand même majeur, c'est ça, c'est la question de nos finances publiques. On vient d'être mis en procédure de déficit excessif par l'Europe. Et donc,
tous ces programmes aujourd'hui qui sont, on l'a dit, là, les 3 chefs de parti sont devant le MEDEF pour parler de leur programme économique. Tous ces programmes, honnêtement, n'ont pas de sens et ne sont pas à la hauteur de la situation qui est catastrophique. Les médias font quand même leur boulot. Enfin, moi, je tiens à rendre hommage quand même à la télé, à des heures de très grande écoute, dans l'ensemble des médias d'opinion et d'opinion économique. On a eu un chiffrage extrêmement rapide des programmes. Donc, les journalistes font vraiment leur taf pour montrer ce que ça veut dire de prendre à sa charge une réduction de la TVA sur l'énergie, une augmentation de 10% des salaires, de revenir sur la réforme des retraites, d'indexer les retraites. Il faut vraiment leur boulot et je pense que le message est passé. Mais comme le disait Christine, il y a un moment, on le sait, vous êtes spécialiste des processus cognitifs. Vous savez que quand les gens ont ancré leur certitude, quoi qu'on fasse, c'est très difficile de les faire changer d'avis. Ouais. Et notons quand même, sans prendre parti, que aujourd'hui, si d'un certain côté de l'échiquier politique, il ne bouge pas d'un iota sur les mesures qui pourraient être prises demain, et qui coûterait un fric dingue. De l'autre côté de l'échiquier politique, les grandes mesures économiques qui sont portées, elles sont en train d'être remises au calendes grec parce qu'ils comprennent que si jamais ils gouvernent et qu'ils présentent ça, en 15 jours, ils sont déconnectés pour les marchés. Les Français n'y croient pas à ça. C'est ce qui s'est passé dans un immense pays qui s'appelle l'Angleterre. C'est ce qui se passera demain en France si jamais le gouvernement propose un programme qui met en place des mesures qui vont coûter des centaines de milliards d'euros. C'est ça qui va se passer. Juste à l'instant, Jordan Bardella qui est face au patron, vous savez que ce matin, les candidats rencontrent les patrons au MEDEF, il promet de ne pas décaler l'âge de départ à la retraite. Donc, peut-être qu'on peut écouter le son de Gabriel Attal. Parce que c'est magistral, effectivement, parce que c'est Edwige Chevrier qui l'interroge et qui a essayé de comprendre quel était l'âge de départ légal. Il peut pas le dire. J'avoue que c'est pas clair. Non mais c'est incroyable. En fait, cette campagne, qui n'en est pas une comme vous dites, Alexis Poulain. Tout le monde choisit finalement, enfin tout le monde, beaucoup de gens qui vont aller voter les 30 et le 7 juillet, ils vont en faisant semblant d'être naïfs. On sait très bien que la situation est catastrophique, le pays est en faillite, 3 000 milliards de dettes, les marchés qui sont là en attente de nous sauter dessus, et des candidats qui proposent des programmes qu'ils savent très bien eux-mêmes ne pas pouvoir tenir. Parce que derrière... Pas sûr qu'au Front Populaire, ils soient au courant qu'ils vont pas pouvoir tenir leur programme. Alors peut-être moins, mais alors le RN, c'est clairement du foutage de gueule. La preuve, systématiquement, c'est dans un second temps, ah oui, mais ça on l'a pas dit, mais on va pas le faire. Enfin voilà, donc il y a un vrai problème. C'est les caisses sont vides. Bruno Le Maire a fait son travail pendant 7 ans. Il faut faire des économies de 20 milliards à 30 milliards. L'Union européenne a commencé à mettre la procédure pour déficit excessif sur 6 pays et la France. Et c'est que le début. Et c'est vrai que ces lois budgétaires de fin d'année qui seront invotables vont provoquer à nouveau une crise. Et peu importe qui va sortir des urnes le 7, mais le 8 juillet, là, ça commence vraiment la crise. Mais Alexis, les gens ne sont pas naïfs. Je pense qu'il ne faut pas dire... Non, ils sont faussement naïfs. C'est-à-dire qu'ils ont des mensonges. Et eux, qu'est-ce qu'ils font derrière quand tout le monde dit les mêmes mensonges? Aujourd'hui, un homme politique de premier rang devrait dire on a 3 000 milliards de dettes, ça n'est jamais arrivé, il faut être sérieux. Il y a eu 2 quoi qu'il en coûte, il y a eu une crise des gilets jaunes et maintenant il faut revenir au sérieux budgétaire. Personne ne le dit et les gens, qu'est-ce qu'ils font derrière? Avec des programmes qui sont tous, même Attal, mais construit sur des bases de mensonges. Alors Christine Bouillot, même les prédictions de Christine est loin, pardon. Faites pas de mansplaining. Oui, pardon, Christine. De mentoring. La réflexion que nous faisions, les confrères qui suivions cette campagne dans ce petit bout de France qui est dans l'Aude. Alors je le rappelle, terre de gauche rouge vif pendant des années et qui aujourd'hui a raflé les 3 circonscriptions au Rassemblement national. Mais en même temps, vous avez des maires qui sont plutôt, on va dire, gauche, radicale, modérée. Donc on voit un petit peu le patchwork aujourd'hui. Mais dans les discours qu'on a eus, les discussions qu'on a pu avoir avec les candidats, surtout avec les électeurs, les gens qui faisaient leurs courses, les militants, on avait ce sentiment assez vertigineux de se rendre compte personne ne parlait d'Emmanuel Macron ni de la majorité présidentielle comme s'ils étaient sortis du jeu dès le 9 au soir. C'est incroyable. C'est-à-dire que dans l'échiquier politique, on parle de 2 blocs qui vont s'affronter et le bloc représenté par le président de la République, Gabriel Attal, qui est en campagne, n'existe pas dans l'esprit des gens. C'est assez incroyable. Oui, c'est assez incroyable. C'est peut-être un commentaire là-dessus. Florian ?
Ah oui, mais c'est certain que là, si on regarde les projections en voix en siège, a priori, ils vont finir 3e, ce qui est quand même un fait majeur, parce que le scrutin uninominal à 2 tours favorise le candidat quand même qui est normalement le plus au centre. Et en plus, et les sortants. Donc, le fait de finir 3e en siège, alors même que on avait le plus de sièges en sortant, on est quand même le plus au centre. On a le président de la République, c'est un désaveu d'une profondeur totale. C'est pas étonnant. En non, mais c'est pas étonnant. Mais par contre, là, on le voit bien dans la manière que Gabriel Attal a de faire campagne. En fait, c'est Emmanuel Macron qui a fait perdre à Renew la campagne européenne en s'impliquant beaucoup trop. Et aujourd'hui, Attal prend déjà la relève, finalement, s'émancipe déjà en prenant en main cette campagne et prépare l'après. Et c'est là où on peut dire qu'en fait, Emmanuel Macron est déjà un président canard boiteux, pour reprendre le vocable américain, dans les dernières années d'un mandat. Un président qui ne compte plus, qui ne pèse plus, et c'est, je pense, peut-être une première dans la 5e. Et qui ne s'en rend pas compte. Et qui ne s'en rend pas compte. Mais il se fait rattraper par le réel un petit peu le 9 juin. Je pense que le réel va être encore plus violent le 16 juillet. Ouais. Je publiais un truc avec nos amis de Sinopia que vous recevez ici. Ça fait 2 ans qu'avec tous mes anciens copains de cabinet, on se réunit et on se dit, depuis la réélection de Macron, on est tous d'accord que Macron cherche la dissolution. Les gens en dehors ne disent pas du tout. Tous les gens qui ont fait de la politique disent c'est exactement. Pourquoi ils cherchent ça ? Il faut l'expliquer aux électeurs. Parce que l'obsession d'Emmanuel Macron, qui s'est créé seul par parthénogenèse politique, et donc qui terminera seul, qui fonctionne seul et qui ne fait pas vivre son parti. Il n'aura pas d'héritier, il n'en veut pas. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2022, cette majorité qu'on qualifie de relative ? Son obsession, c'est que dans les livres d'histoire de nos enfants, il n'y ait pas de photo de lui accueillant un président ou une présidente des extrêmes. Et donc, qu'est-ce qu'il construit ? Il construit la dissolution pour pouvoir épuiser pendant les 3 prochaines années un gouvernement qui n'aura aucune marge de manœuvre politique et économique. Et en 2027, choisir plus ou moins son successeur. Et qu'est-ce qu'il fait ? Et là où c'est brillant, et quoi qu'on pense de lui, c'est une stratégie qui est construite depuis un moment, eh bien, il utilise comme fusible son prochain gouvernement et son prochain Premier ministre. Parce que la photo de Jordan Bardella, elle va être avec Gabriel Attal, si c'est lui. Ou la photo de Mélenchon avec Gabriel Attal, elle va être avec Gabriel Attal. Et tous les ministres d'extrême brune ou d'extrême rouge, si jamais ils passent, ils seront à côté des ministres, mais jamais à côté d'Emmanuel Macron. Et sa seule obsession, elle est là, et c'est pour ça qu'il construit depuis un petit... Et c'est pour ça qu'il rajoute de l'huile sur le feu aujourd'hui. Quand vous regardez, pour les sociologues politiques, pour vous regardez les gens qui analysent les discours, les éléments discursifs du président de la République sortent des programmes de certains côtés de ses adversaires. C'est hallucinant. Les mots qui sont utilisés ne sont pas les siens. Il fait ça au prix d'un pays, c'est-à-dire que la France est ravagée. Ce qui restera des livres d'histoire, c'est que c'est un champ de ruines. Et d'où, qu'est-ce qu'il en retire comme gloire d'avoir flingué un pays ? En 2017, souvenez-vous, on faisait des émissions ensemble, et moi je disais, ok, les hommes politiques ils sont pas parfaits, les femmes politiques, mais c'est un vrai job, faut y passer son week-end, ayons un peu de respect. Il faut connaître la France dans ses tripes. Et donc il faut avoir été un peu sur le terrain, et on disait, ce gars-là, qui est très intelligent, il ne connaît pas les Français. Et ben voilà, il est là, le résultat. Allez, petite pause, et je voudrais qu'on revienne sur le viol antisémite à Courbevoie. Valérie Expert. Et je voulais qu'on revienne sur ce viol terrible d'une gamine, d'une petite fille de 12 ans, par d'autres gamins, délinquants. Enfin, j'ai même pas de mots pour qualifier des enfants de 12, 13 ans, des ados, des pré-ados. Des monstres qui sont capables de commettre un crime aussi atroce. Tout ça justifié par la judaïté, une sorte de vengeance parce qu'elle n'aurait pas dit qu'elle était juive, elle a été traitée de sale juive, les faits sont avérés, et c'est vrai qu'on a du mal à imaginer. Je voulais juste souligner la dignité de la manifestation hier à Courbevoie, de ceux qui sont allés marcher. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de feu, il n'y a pas eu de drapeau palestinien, il n'y a pas eu enfin, pardon de dire ça, mais c'est quand même la réalité d'une forme de dignité. Et puis la réaction de la classe politique. Alors il y a quelqu'un sur Twitter qui a remarqué que il y avait des éléments de langage qui avaient été donnés à LFI, puisque tous les tweets commencent par horrifié.
Jean-Luc Mélenchon, horrifié par ce viol. Antoine Léaumont, horrifié par la brutalité. Mathilde Panot, absolument horrifié. Sébastien Delogu, choqué et horrifié. On voit qu'il y a des éléments de langage qui ont été donnés à chaque fois pour réagir. On voit aussi que Jean-Luc Mélenchon met en avant le caractère, les comportements masculins criminels dès le jeune âge et du racisme antisémite. Donc l'ordre des mots a aussi une importance. Donc c'est un fait divers, mais c'est un fait politique également. Je ne sais pas qui veut réagir. C'est un fait politique. Et je pense, moi, c'est vraiment, c'est horrible, c'est abominable. Et en fait, on est face à la barbarie, vraiment. Une barbarie qui infeste notre pays. Des jeunes de plus en plus jeunes. Et des modus operandi, des manières de faire. Là, ils ont quand même filmé. Ils ont filmé en plus. En fait, c'est exactement ce que le Hamas a fait pendant le 7 octobre. C'est le même type de volonté de nuire, de complaisance dans la barbarie, vraiment de fierté de faire ce genre d'acte absolument abominable. Et donc, on est dans une d'importation de cette barbarie dans notre pays. Et donc là, je pense qu'il y a 2 points. Il y a premièrement, quand même souligner, encore une fois, désolé de me répéter, mais les personnes chez LFI qui ont dit que les combattants du Hamas sont des résistants, des combattants de la liberté, ce sont des gens qui ont contribué à importer ce type de comportement en France. Parce que ces 3 jeunes-là, ils se sont peut-être dit « Ah, mais c'est fantastique, on participe à la résistance en faisant ça à une salle sioniste. » Alors, donc, je vais vous lire ce que vous dites est vrai. Ce matin, le Parisien nous dit « Dans le téléphone portable de ces derniers, les enquêteurs auraient retrouvé des propos et des images antisémites, notamment celle d'un drapeau israélien brûlé. Un 2e mineur aurait confié aux policiers avoir frappé la jeune femme au motif qu'elle avait eu de mauvaises paroles à propos de la Palestine. » Donc, si, il y a un lien, il y a forcément un lien avec toute cette campagne qui a été menée pendant les européennes. Alexis, vous ne pouvez pas dire le contraire. Moi, ce qui m'horrifie, si c'est l'élément de langage, mais c'est pas ça, c'est que j'en ai parlé ce matin. J'ai fait sur le déni sur l'antisémitisme en France, parce que cette affaire-là, outre le fait que c'est une enfant, moi, elle m'a rappelé le clan des barbares et l'assassinat odieux d'Ilan Halimi, et l'antisémitisme tue. En France de manière régulière, et il y a encore des gens pour dire que c'est pas ça le problème. Si, c'est un problème central, parce que ça veut dire que les cerveaux de gamins sont pollués par ces idées-là, par cette violence-là, et la question des responsabilités, c'est-à-dire qu'évidemment que derrière il y a sans doute un terreau familial, il y a ce qu'ils regardent sur les réseaux sociaux, il y a une atmosphère, il y a aussi le fait qu'il n'y a pas un front républicain où tous les responsables politiques se mettent d'accord pour dire, comme la marche contre l'antisémitisme, on a vu combien certains n'ont pas voulu y aller, etc., et dire sur ce sujet-là, on s'en fout qu'on est de gauche, de droite, de machin, on n'a pas le choix autre que de dire c'est impossible. Et regardez ce qui s'est passé. Quelle est la réaction d'Emmanuel Macron? C'est une réaction de « je ne peux rien faire, on va faire des groupes de parole dans les écoles. On a déjà des référents laïcité, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Il y a des sujets qu'on ne peut plus aborder en classe depuis trop longtemps. Ça y est, j'ai l'impression que c'est fini, c'est perdu. On a des générations perdues. Et là encore, c'est une grande hypocrisie, un peu comme sur l'économie. Aucun homme politique peut dire « on a vraiment raté le coche et je dois vous dire qu'on rattrapera pas l'affaire. » Ces barbares-là, je sais pas combien il y en a là dans les rues de France en ce moment, qui sont capables des mêmes actes, qui pensent la même chose, parce qu'ils ont 12 ans, 13 ans, et qui sont pas finis. Et que la réponse pénale n'est pas présente. Et que la réponse pénale au-delà de la réponse pénale, moi je parle de l'éducation. Oui, mais l'éducation, sauf que si ces barbares étaient enfermés, si on les prenait tout de suite, ça dissuaderait les autres aussi. Il y a ça aussi quand même derrière. Il y a, en tout cas dans la montée de la barbarie, là on parle de haine viscérale. C'est même pas une question de peine. Vous n'avez pas vraiment répondu sur ma question du terreau qui a été. Je viens de le dire. Je vois pas. Pendant la campagne, J'ai dit qu'il fallait justement sur ce thème-là, il n'y avait pas à faire campagne, à instrumentaliser ou quoi que ce soit. C'est l'antisémitisme, c'est non. Le racisme, c'est non. Christine Bouillot.
Moi, je suis attirée par cette affaire parce que véritablement, violer une gamine à 12 ans, quand on en a 13 et 14, je me dis, qu'est-ce que collectivement, il a été, il s'est passé, quoi. Enfin, pour moi, je suis attirée par rapport à ce niveau de violence et de haine. Alors, après, s'en prendre à quelqu'un parce qu'il est juif, voilà, moi je suis à Toulouse, Mohamed Merah on connaît, donc voilà. Donc ça fait quand même quelques années et on n'a toujours pas réglé cette question de quelque manière que ce soit collectivement aussi. Et je pense que de renvoyer c'est toi qui l'as fait, c'est à cause de toi, etc. Je sais plus si c'est véritablement ça qui va permettre d'endiguer ce qui est en train de monter, ou si ça va effectivement permettre ou ça va continuer d'alimenter la machine, la bête humaine. Enfin, je pense qu'on est devenu une société. Enfin, c'est mon degré d'observation du terrain de base. Tellement sous tension, tellement exacerbé, où se rajoutent les réseaux sociaux, les fake news, l'outrance de partout, que quand on a besoin de remettre de la raison, de l'ordre, de l'explication, il n'y a pas beaucoup d'espace en fait. Et ça, c'est véritablement un enjeu global et général. Et là, en ce moment, la période dans laquelle on est, je vois pas très bien l'issue de ce qu'on va pouvoir. Qu'est-ce qui va se passer demain pour gérer ces sujets-là. Quant à l'excuse de minorité, moi, personnellement, je suis pas spécialiste de l'éducation des adolescents. Je dis qu'est-ce qu'on peut avoir comme réponse judiciaire ferme pour expliquer à un môme de 13 ou 14 ans que non, on ne viole pas une fille de 12 ans parce que 1, c'est une femme, 2, c'est une juive. Tout ça est absolument délirant. Donc au Japon, je pense que collectivement je pense que vous pouvez mettre tous les gens en prison que vous voulez, ou vous pouvez les enfermer à double tour. C'est à la base, est-ce qu'un môme de 13 ans est capable de raisonner pour se dire non, je fais pas ça, attention, c'est on est déconnecté quand vous voyez certaines vidéos, il y en a qui circulaient la semaine dernière sur des gamins de 12-13 ans qui disaient ma meuf, elle doit pas faire ça, ma meuf, elle m'appartient, ma meuf si on est dans une culture rapide. Là où on s'aperçoit que la réflexion est complètement empêchée, c'est de se dire peut-être que ces gamins à 12-13 ans viennent de proférer un crime politique. Et la question que j'ai envie de poser, puisque vous m'avez demandé de faire court, c'est comment peut-on justifier une déclaration qui dit que les actes antisémites sont résiduels en France, comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, c'est résiduel, toutes les gamines ne seront pas violées par 2 fous furieux barbares. Mais c'est atroce de dire des choses comme ça. Le terme de résiduel, est-ce que juridiquement il est qualifiable? Parce qu'il est tellement atroce qu'il donne l'autorisation à tous ceux qui portent un message politique, véritablement, de se croire impunis. Et ça, moi, ça m'interpelle, ces mots-là. Merci à tous les 4. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain.